Ça sur ce que vous venez de recevoir. Et sinon, je peux peut-être poser une petite question en attendant. Justement, alors, c'est quoi le présent pour vous et pour vous? Tu commences. Eh ben, il y a heureusement à la fin aussi des choses positives, hein. Ça a été marqué à la fin des dernières slides dans le film. On a, bah oui, je suis. Euh, on a une belle victoire à l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui s'est réunie à Abu Dhabi à la fin de l'année dernière, où effectivement les droits de la nature sont devenus un sujet central. Il y a eu pas moins de 5 textes qui ont été proposés, donc venant du monde entier, à la fois des États-Unis, de la France et ailleurs dans le monde, pour faire valoir les droits de la nature comme un levier systémique pour la protection du vivant, puisque l'UICN est en charge notamment des politiques de lutte de manière transversale, hein, pour la protection de la biodiversité. Et donc cette motion, elle a été adoptée, elle avait été élaborée avec le réseau français des réserves naturelles de France et d'autres acteurs comme les écomères, par exemple. Et donc là, on a eu une nouvelle victoire la semaine dernière en Corse. Il y a une rencontre, le congrès annuel. Vous savez qu'on a à peu près 300 réserves naturelles en France, dont certaines pas très loin d'ici. Et donc, chaque année, on se réunit. Et là, spécifiquement, on était près de 200 conservateurs, gestionnaires, agents de parcs et de réserves naturelles réunis en Corse, dans le nord de la Corse, et a été adoptée donc la déclaration pour les droits de la nature dans les réserves naturelles. Donc c'est un grand pas parce que ça engage une structure d'ampleur nationale, des agents qui sont tous les jours conservés, je dirais presque en premier concernés par l'effondrement du vivant, parce que ce qui est visible dans le film, c'est que ces agents, ces conservateurs de réserves naturelles, d'espaces dits protégés, ils constatent que le droit tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est censé protéger ces espaces, il est très insuffisant. Et donc on est très heureux de pouvoir compter sur le soutien de professionnels de la conservation qui sont en réalité les premiers gardiennes et gardiens de ces milieux naturels, et c'est ce qu'ils ont voulu affirmer, tenu à affirmer. Et donc c'est le fruit d'un long travail. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fait, dans ces grandes messes internationales, il se passe finalement toujours un peu de choses. Et que quand on travaille sur le terrain, on reprend la foi, on se dit, non, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent, il y a des acteurs qui sont concernés, qui sont là au quotidien à tenir les murs, à faire en sorte que justement la biodiversité ne s'effondre pas, tente justement de trouver de nouvelles manières de faire grâce à ces gardiennes et gardiens. Et donc, on a eu une belle victoire la semaine dernière avec un texte. Il est disponible en ligne, hein, sur notre site internet, sur notre blog. Et il est très inspirant parce que le but pour nous, c'est d'inspirer évidemment un mouvement au sein des réserves naturelles, des parcs. On a plein de parcs ici dans la région, des conservatoires d'espaces naturels et en fait de toutes les villes, toutes les collectivités, tous les groupes humains en fait qui se disent oui, tiens, pourquoi pas les droits de la nature en fait, pour s'engager localement. C'est une bonne idée. Oui, il y a un effet boule de neige en fait qui se crée et qui est nécessaire. Est-ce que vous avez des relais aussi parce que là, c'est très concret, là, ce que vous dites. Déjà, félicitations déjà pour ce que vous avez obtenu. Est-ce qu'il y a des relais aussi, j'ai envie de dire, même au-delà de la France? Est-ce que dans ces grandes messes, vous arrivez avec connecter? Est-ce que c'est un sujet qui préoccupe aussi d'autres juristes ailleurs dans le monde, puisqu'on est aussi dans l'international? Parce que là, vous avez une action qui est très forte et qui donne espoir et foi. Est-ce que vous avez des relais, vous aussi, ou des aides? Est-ce que vous avez pu constater dans vos recherches? Mais plein, en fait, hein. Là, l'UNOC, par exemple, on avait plein de gens du monde entier qui étaient là, des États-Unis, de l'Équateur, du Costa Rica. Et d'ailleurs, on n'est pas seul en France à travailler sur ces sujets-là. C'est au contraire. En France, nous, on grandit grâce à d'autres victoires. Il faut voir la France comme aussi un État dans lequel nous, on est inspiré par ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, on parle dans le film de l'Équateur, notamment, qui a été vraiment un des pays pionniers. Et à l'UNOC, spécifiquement, il y avait tout un tas de personnes, beaucoup de femmes, qui étaient là, de très jeunes femmes motivées pour porter cette voix-là. Et c'est aussi ce qui fait la spécificité du mouvement des droits de la nature, c'est que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire, chaque victoire donne 10 victoires par ricochet. En tout cas, c'est un mouvement qui grandit de manière exponentielle parce qu'à chaque fois que une petite victoire est ajoutée, eh bien, ça inspire 10 autres, allez, peut-être même plus d'autres territoires qui se disent attendez, mais si c'est possible là d'obtenir ça, pourquoi pas chez moi, et qui se saisissent de ce sujet. Il y a l'effet papillon positif. Exactement.
Et encore très récemment, il y a eu en Espagne la Mar Menor, donc qui est une lagune qui a obtenu la personnalité juridique. Et donc là s'ouvre un procès où la Mar Menor est représentée en tant que personne juridique. Et donc ça montre aussi que, parce qu'on a parfois tendance à circonscrire un peu ces droits de la nature à des pays très très lointains, et ça montre que non, ça a toute sa place en Europe, et ça va venir aussi dans nos sociétés. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Et comment vous avez construit votre film alors, Léa, justement, aussi pour la partie cinématographique, scénaristique? Nous, ce qu'on trouvait hyper intéressant tout de suite, je dis nous parce que je travaille avec ma co-autrice Margot Emmerich, c'était en fait, la dramaturgie naturelle du procès simulé, où on a tout de suite des enjeux qui sont quand même des enjeux forts pour les étudiants, et où en fait on peut avoir comme ça regardé comme sur une courte échelle de temps, un peu tout ce que c'est qu'un procès aujourd'hui, de laisser entreapercevoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne pas en fait, qu'est-ce qui fait que notre droit il est systématiquement insuffisant. Oui, il y a quelques victoires, mais qui sont toujours trop faibles en fait par rapport à l'époque où on vit, et on trouvait que le combat de Marine était incroyable, mais qu'il fallait aussi l'illustrer par un cas très concret où on voit très concrètement ce qui bloque, et aussi de manière très incarnée par les étudiants, l'espoir en fait que ça amène les droits de la nature, les clés en fait très très lisibles que ça apporte. Après, l'idée c'est vraiment pas sur ce film, et je sais pas si vous l'avez perçu, mais d'apporter une réponse très binaire de, en fait, la solution c'est les droits de la nature, mais de laisser le spectateur faire son cheminement aussi, d'être de temps en temps tiraillé, et c'est pour ça qu'on montre les arguments des deux parties, quoi. Et parfois être tiraillé et faire son cheminement, faire confiance en fait aussi à ce cheminement, oui, qui est assez long en fait pour les droits de la nature. C'est un changement de paradigme, donc en fait ça nous bouscule. On n'est pas forcément immédiatement convaincu, même si une fois qu'on l'a saisi, je pense qu'il y a une forme d'évidence. Mais voilà, c'était un film qu'on a vraiment conçu pour accompagner, et qu'on a voulu vraiment dans le mouvement de la pensée en fait, dans la construction de la pensée. En tout cas, il contribue, à mon sens, à éveiller la conscience, et effectivement à aller dans le sens de cette reconnaissance juridique qui semble nécessaire. Et peut-être que vous avez envie de réagir maintenant à ce film. Il y a des questions. Oui, je vois une main qui se lève. Ah ben, j'arrive avec le micro. Merci beaucoup pour ce film et pour ce que vous faites également avec Wild Egal ou avec vos étudiants. J'ai une petite question, à savoir, est-ce que vous pensez que vous allez être obligé de continuer à lutter pour chacun des espaces naturels pour qu'ils acquièrent leur personnalité juridique, ou bien qu'il va être possible de demander à ce que la nature, en général, puisse acquérir des droits directement, ce qui faciliterait du coup l'action sur le terrain pour les associations qui se battent pour l'environnement avec des problématiques spécifiques? J'ai une réponse hyper polémique à cette question. Tout dépendra de ce qui va se passer l'année prochaine. Parce qu'en fait, pour réouvrir la Constitution, parce que c'est de ça dont on parle. Votre question, en fait, elle est directement liée à est-ce qu'on peut ou non inscrire les droits de la nature dans notre Constitution, comme l'a fait l'Équateur, qui est le pays vraiment où les droits de la nature ont pris une ampleur nationale, et où justement les stratégies n'ont pas été de sectorialiser ou de prendre écosystème par écosystème, comme c'est le cas par exemple en Nouvelle-Zélande, où on agit vraiment milieu par milieu pour un fleuve, pour une montagne, etc. Évidemment, ça serait la solution la plus facile. Mais encore une fois, nous, juristes, on dépend d'un contexte politique et démocratique donné. Et il y a quelques années, donc 2008, quand l'Équateur obtient la révision de sa constitution, qui tient un référendum sur le sujet des droits de la nature, eh bien, il y a la possibilité à ce moment-là, un alignement des planètes parfait qui fait qu'ils obtiennent cette reconnaissance globale. La nature devient un sujet de droit. Et ensuite, le juge peut décliner écosystème par écosystème en fonction des sujets donnés qui lui sont présentés.
Et donc aujourd'hui, nous, en tant qu'association, eh bien, on est dans ce contexte français qu'on vit actuellement. Il y a énormément de stratégies juridiques envisageables. Le problème, c'est qu'il y a aussi des cul-de-sac politiques qui font qu'aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas, c'est très clair, hein, nous n'avons pas la majorité nécessaire pour faire levier et obtenir, ne serait-ce que en février, il y a Rémi Féraud, sénateur de la Seine, qui a déposé une proposition de loi pour les droits de la Seine. Pardon, il est sénateur de Paris et au Parti socialiste. Cette proposition de loi, elle s'est inspirée justement des travaux faits sur d'autres fleuves ailleurs dans le monde. Elle a été travaillée avec du juriste, elle a été déposée. Mais en l'état actuel des équilibres politiques, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas espérer demain obtenir une reconnaissance des droits de la Seine. De même que pour réouvrir la Constitution et donc obtenir par exemple une reconnaissance des droits de la nature à l'échelle nationale, eh bien, il faudrait une majorité renforcée, un texte adopté dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous imaginez bien à quel point c'est impensable en l'état actuel. Donc nous, notre stratégie avec Wild Legal, c'est de se dire plutôt que de rester sur le banc de touche et d'observer comme ça le débat parlementaire sans pouvoir interagir et sans pouvoir véritablement avoir de force et de prise en fait sur ce qui se passe sur le terrain. On a choisi de porter depuis 2021 un programme d'expérimentation locale où au contraire on repasse par le terrain, on travaille avec des acteurs, que ce soit des collectivités locales, des associations, des réserves naturelles dont je parlais tout à l'heure, et on accompagne toutes ces personnes-là pour que, à partir de leur vécu, à partir de ce qui se passe très concrètement sur le terrain, parfois des situations juridiquement extrêmement complexes. On a dans la salle, par exemple, Anthony Salomon, qui est le maire d'Aiglun, qui rencontre une vraie problématique, par exemple, sur la question du captage d'eau, de l'eau qui reste dans les milieux. Et ça va être, on est déjà en plein dedans, hein, là, aujourd'hui, à Cannes et dans le sud de la France. La question de l'eau va devenir centrale, pas uniquement pour les humains, mais pour le milieu en tant que tel. Et donc, avec Anthony, par exemple, on s'est questionné. Quel est le droit à l'eau d'un milieu naturel ? Pouvons-nous penser le droit à l'eau, pas uniquement pour les humains, en tant que condition de notre dignité ou de notre droit à la vie, mais en tant que condition d'habitabilité de nos milieux et donc du droit partagé, de la solidarité que nous devons à tous les êtres. Et donc ça, c'est notre travail aujourd'hui au quotidien, de tenter de faire avancer les droits de la nature par des situations très concrètes et faire en sorte justement d'échapper un peu à cette léthargie parlementaire ou gouvernementale, et de se dire, de toute façon, ce travail-là, c'est un travail de terrain, c'est un travail avec les acteurs, et qu'on va essayer de faire progresser justement par des combats locaux pour faire avancer les droits de la nature. Certes, écosystème par écosystème, mais en fait, notre stratégie, c'est que chaque écosystème gagné est aussi une logique, un petit combat qui va pouvoir être répliqué ailleurs. Et cette force de pouvoir ensuite répliquer, parce que la situation d'Anthony sur un petit écosystème, un très bel écosystème dans le Haut-Var, concerne en réalité des centaines, voire des milliers d'autres écosystèmes, et que si nous, on progresse, tous les autres progressent. Un peu comme pour les droits de la nature, une petite victoire crée en fait par rebond d'autres victoires ailleurs et inspire d'autres territoires. Donc ça, c'est notre stratégie actuelle. Ça peut avoir l'air laborieux, mais en fait, c'est ce qui fonctionne. On le voit en France, quand on crée Wild Legal en 2019, le mouvement des droits de la nature est encore assez sous les radars, plutôt un thème qui intéresse essentiellement des juristes ou des experts. Et en fait, le fait que des territoires commencent à s'intéresser à ces sujets-là, à l'expérimenter, à travailler avec les citoyens, des associations, etc., a fait que le mouvement a grandi de manière exponentielle. On compte, en France, aujourd'hui, approximativement une quarantaine de territoires. Nous, on a essayé de faire, on fait une cartographie pour essayer de suivre, tellement il y a de la Charente à la Creuse, de la Seine à la Garonne, des collectifs de citoyens de villes qui commencent à travailler sur ce sujet-là et qui utilisent les droits de la nature pour repenser la gouvernance de l'eau, pour repenser les gouvernances de forêt, pour essayer de trouver des nouveaux leviers juridiques, justement pour protéger leurs intérêts, à eux en tant qu'humains, mais aussi à eux en tant que membres d'un écosystème plus qu'humain. Et une autre question, je peux Bien sûr. On arrive d'un autre territoire, on est toute cette petite équipe-là qui est ici, on arrive de Creil.
de l'Oise. Donc, je vous annonce que vous avez la rivière Oise qui est installée juste ici, si elle veut bien se présenter, puisqu'ils ont travaillé sur un projet justement sur la personnalité juridique de la rivière Oise, avec une tentative d'y répondre de façon artistique. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire aussi de travailler auprès du grand public pour qu'il puisse avoir connaissance de ce sujet et d'utiliser tous les arts? Je vois que vous avez fait un documentaire sur ce sujet, mais l'art peut être également... Merci, effectivement. Mais l'art peut être également un vecteur de ça. On est au FIFES ici aussi pour assister à des films qui permettent d'utiliser l'art pour parler de l'écologie. Et deuxième petite question que je vous rajoute juste derrière, comment est-ce que vous sélectionnez les prochains territoires auprès desquels vous allez agir? Seriez-vous intéressé éventuellement pour vous occuper du cas de la rivière Oise, sachant que nous avons été extrêmement pollués depuis pas mal de temps, hein. Nous sommes un territoire désindustrialisé. L'usine Chemours, grand producteur de PFAS, a annoncé qu'ils vont fermer. Voilà, mais on a plein de problématiques, l'accès à l'eau également, etc. Et ça serait pas mal si Wild Legal se penchait sur notre cas. Alors, l'art, c'est vraiment un levier structurant pour nous, dès le départ, notamment sur la scène, par exemple. C'est vraiment un des écosystèmes sur lesquels on a le plus travaillé en collaboration avec des artistes, parce que, donc, en l'occurrence avec Jan Tomaszewski, qui est un artiste plasticien qui a travaillé sur les ex-voto. Les ex-voto, ce sont des représentations de parties du corps humain. Il se trouve que pendant très longtemps, alors ça remonte aux premières tribus celtes, les premières tribus celtes qui vivaient dans le bassin versant de la Seine venaient aux sources de la Seine, donc près de Dijon, rendre hommage à la déesse Sequana. Et on a retrouvé, grâce à des fouilles archéologiques, donc des bouts d'organes, des foies, des bras et même des milliers de paires d'yeux gravés comme ça dans du métal, parce que les premiers habitants du bassin versant de la Seine venaient demander protection à la déesse Sequana, à la déesse de la Seine. Et puis Jan Tomaszewski s'est emparé en tant qu'artiste, je veux dire, de ces ex-voto et a illustré comment la représentation du lien avec la Seine a évolué, notamment avec l'arrivée du catholicisme, puisqu'on peut suivre sur l'histoire de l'implantation des petites églises et le long de la Seine, du cours d'eau, que avec l'arrivée de la religion catholique, soudain, c'est renversé la relation à la Seine. Soudain, on voit sur les vitraux, notamment la représentation des saints soroctones. Les saints soroctones sont les saints qui terrassent les hydres. Je pense que vous les avez tous déjà vus, avec le glaive, avec une lance, avec un trident. Et en fait, l'hydre étant la représentation de la Seine. La Seine qui vient détruire les récoltes, qui vient menacer donc la sécurité alimentaire des populations. Et il fallait donc s'en remettre à Dieu et à ses saints pour protéger la population des fureurs de la Seine. Et en fait, grâce à ce travail artistique, il a été en capacité de montrer comment a évolué la représentation à travers aussi ces images qu'on a du fleuve, de notre relation à nos milieux de vie. Et donc, on a retravaillé à partir de ces ex-voto cette histoire pour se dire, mais alors, c'est quoi le futur de nos représentations, justement, avec la déesse Sequana, avec la Seine? Et ça, c'est un travail très puissant. On a notamment utilisé ces ex-voto, donc ces représentations du corps humain, comme pièce à conviction dans le cadre d'un procès pour les droits de la Seine, où Sequana elle-même venait plaider, en fait, contre les représentants à la fois des industriels, des habitants et puis des élus du bassin versant de la Seine. Donc on utilise énormément en fait le biais artistique parce que ça nous permet de toucher toute une frange des gens qui ne sont pas forcément intéressés par l'utilité juridique ou les petites techniques comme ça en droit, mais qui s'intéressent profondément à notre histoire, à notre culture, à nos représentations du monde. Et ça, c'est grâce à l'art qu'on peut mobiliser justement ces sujets-là. Donc évidemment que ça fait partie aussi de nos sujets de recherche. Et moi, je dis toujours que quand je travaille avec des artistes, ça me fait gagner 10 ans. Peut-être que même ce documentaire plus, je ne sais pas. Mais parce qu'en fait, la vision artistique nous fait gagner en profondeur et aussi en largeur de champ. Nous, juristes, on est un peu souvent très collés au texte, là où justement les artistes vont nous permettre de prendre de la hauteur et de voir des choses qu'on n'a pas forcément dans notre scope, dans notre capacité d'analyse. Donc c'est très important qu'on travaille tous ensemble. Et je pense que sur la scène, s'il y a eu en février là, il y a eu la première proposition de loi pour faire reconnaître les droits fondamentaux d'un fleuve, donc de la Seine, déposée par Rémi Féraud, je vous en parlais.
c'est précisément parce qu'on a réussi cette alliance entre toutes les disciplines, l'histoire, l'art, mais aussi les ingénieurs hydrologues qui ont travaillé avec nous et les juristes. Donc ça, c'était très important. Et pour vous répondre sur la sélection du cas, parce que ça aussi, c'est tout un truc, on fait un appel à participation pour ces procès simulés au mois de juillet, quand on clôt. Donc cette année, on travaille sur les droits des ours bruns dans les Pyrénées, puisqu'il y a des questions vraiment très intéressantes de cohabitation, comme avec le requin, mais là, entre donc, les activités pastorales et la présence de l'ours dans ces territoires ruraux. Et donc, le 13 juin, vous pourrez suivre en direct le procès simulé pour les droits des ours bruns dans les Pyrénées, ou être présent avec nous à Toulouse, au tribunal, à la cour d'appel de Toulouse. Et après ça s'ouvrira donc le moment où on appellera toutes les associations, tous les citoyens à nous proposer justement des nouveaux cas pour qu'on choisisse l'année prochaine quel sera le sujet étudié dans le cadre de nos procès simulés. Il y a tout un tas de critères. Il faut en fait que ça puisse être matérialisé dans un recours. Il faut répondre à des conditions, il faut que ça soit actuel, il faut qu'on ait déjà des outils juridiques, il faut qu'on ait de la donnée scientifique, parce que nous aussi, vous avez vu, hein, Il faut des faits. il nous faut énormément de matière. Nos étudiants, ils n'inventent pas le cas, ils n'ont pas le droit d'utiliser des pièces fictives, c'est-à-dire qu'ils doivent disposer de tout le matériel, y compris l'acte administratif qu'on va attaquer, pour disposer de tout ce dont ils ont besoin pour construire la stratégie juridique. On veut que ce soit vraiment au plus près du réel. Mais pour vous répondre, par ailleurs, on a ces procès simulés, mais on a aussi un programme d'accompagnement, et donc on soutient les initiatives comme les vôtres par de l'expertise juridique, par du soutien stratégique. On a une trousse à outils avec plein de textes déjà existants avec lesquels qu'on a déjà co-élaboré avec des partenaires sur le territoire et qu'on peut mettre à votre disposition si vous voulez et en discuter avec nous. Et ça s'adresse en fait à toutes les personnes présentes dans cette salle. Si vous voulez travailler sur les droits du Var, par exemple, bon là, il faut en parler avec Anthony. Si vous voulez travailler sur d'autres écosystèmes, on a énormément de matière déjà à mettre à votre disposition. Merci. Super, merci beaucoup. Et à la fin de tout ça, si vous voulez, on a un petit cadeau pour vous. Merci pour ce cadeau que vous venez de nous offrir également. Oui, ça résonne bien avec ce qu'on a vu hier de votre court-métrage. Alors, il y a une autre question ici. Tenez. Alors bonsoir et rebonsoir. Donc moi je suis Audrey de l'association Rémi Caris. On est spécialisé dans la lutte contre la pêche illégale sur le littoral azuréen. Donc évidemment que le thème de la crise requin me parle beaucoup, puisqu'en plus j'étais à l'époque au cœur de toute cette émulation locale. Donc merci, et merci surtout aussi de m'avoir replacée dans cette neutralité que moi en tant que militante je ne vois plus du tout. Parce que je suis tête dans le guidon, j'ai aussi passé 15 jours à l'UNOC, un enfer. J'en suis ressortie en dépression totale. Enfin, c'est vraiment très dur. On est souvent tête dans le guidon. Et en fait, de les avoir vus débattre et de prendre position inverse, je me suis dit, oh, mais comment ils font? C'est horrible. Et en fait, j'ai trouvé des arguments très justes. Je me suis dit, c'est pas con. Donc, merci déjà de m'avoir replacée là-dedans, parce que je pense qu'on en manque parfois de se réouvrir un petit peu à l'opposition. Donc merci pour ces magnifiques images aussi. Bravo. Et Marine, je voulais te poser une question par rapport aux problématiques de terrain que nous rencontrons sur les AMP. C'est qu'on constate, et je pense que c'est un peu global, le manque de mise de moyens par l'État. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au niveau légal, il y a pléthore de lois nationales, locales qui existent, mais c'est toujours le manque de moyens qui crée la problématique. Et est-ce qu'on peut légalement, j'y connais rien en droit, envisager d'attaquer l'État pour manquement? Et en tant que droit de la nature, de dire, moi, nature, j'attaque l'État parce qu'elle ne me protège pas, parce qu'elle crée des choses, mais finalement, c'est très hypocrite, pour hypocrisie, tiens, les attaquer pour hypocrisie, de dire, finalement, il n'y a aucun fond. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait? Oui, alors, c'est à double tranchant, en fait. J'ai envie de te dire, c'est une voie intéressante. Et en même temps, donc AMP, pour ceux qui ne l'ont pas, donc c'est aire marine protégée. Donc, on a un souci en France, c'est ce qui ressort aussi dans le documentaire, hein, c'est qu'on a des aires marines, mais sur le papier. Et que bien souvent, c'était notamment un des grands sujets de l'UNOC, il y a du chalutage dans des aires marines dites protégées.
Donc on se retrouve avec un droit qui, certes, définit des zones sur lesquelles on est censé avoir une nature qui est préservée, garantie dans son intégrité, et une réalité de terrain qui est très très différente. Et en fait, dans notre droit, alors je le vis là un peu à chaud, le premier recours qu'on a déposé, le tout premier procès simulé qu'on a organisé, c'était sur les droits du fleuve Maroni. En Guyane française, il y a un fleuve transfrontalier avec le Suriname, donc qui s'appelle le Maroni, qui est orpaillé, c'est-à-dire où il y a des orpailleurs clandestins, des miniers, des personnes qui viennent majoritairement du Brésil. On ne parle pas de quelques personnes, on parle de plus de 10 000 personnes armées sur le territoire français qui cherchent de l'or. Et des populations qui sont exposées à des pollutions au mercure, puisque les orpailleurs clandestins utilisent du mercure pour ce qu'on appelle ça amalgamer l'or, c'est-à-dire extraire finalement de la roche ces petites paillettes d'or et en faire ces fameuses pépites. Et donc en 2019, quand on crée Wild Legal, notre tout premier cas d'étude, c'est cette question des droits du fleuve Maroni et des populations autochtones qui vivent sur l'intérieur de la Guyane et qui sont contaminées du fait de cette contamination de toute la chaîne alimentaire. Puisque si les poissons sont contaminés au mercure, les humains sont contaminés au mercure. Et on a eu la réponse la semaine dernière. Tu vas voir, il y a un lien avec ta question. C'est qu'on est en plein cœur de parc amazonien. Le parc amazonien, c'est le plus grand parc. Ça représente quasiment la moitié du territoire guyanais, 4 millions d'hectares de forêt. Donc, qui avait été créé par Jacques Chirac pour mettre un terme à l'orpaillage illégal. Voilà. Et donc, on est dans cette situation aujourd'hui. Il y a les derniers survols là, qui ont été faits sur le parc amazonien. On est à près de 200 sites d'orpaillage illégal sur le territoire du parc amazonien de Guyane. C'est une catastrophe. C'est un chiffre record. Et le juge administratif, la semaine dernière, nous a répondu sur notre recours déposé en début 2024 pour carence fautive de l'État, pour non-respect et du coup faute vis-à-vis des droits des peuples autochtones, du droit à la santé, du droit à l'alimentation, du droit à la vie, mais aussi, et on a testé pour la première fois, du coup, pour le droit des fleuves Maroni lui-même, qui est en train de mourir du fait des activités illégales dans son bassin versant. Et le juge nous a répondu, c'est très intéressant, que, étant donné les moyens investis par la France, les moyens financiers, il y a des moyens financiers investis pour lutter sur le terrain contre l'orpaillage illégal, eh bien, il ne pouvait pas caractériser du coup la faute. C'est-à-dire que malgré l'inefficacité des mesures, le fait que l'État ait engagé des moyens finalement crée une situation très insatisfaisante. On est face à un plafond de verre, c'est-à-dire que sur le terrain, le préjudice écologique est réel, le préjudice humain est majeur, scandaleux, mais que l'État peut se défausser du fait que justement, il ait engagé des moyens. Même s'ils sont inefficaces. Et même si, en fait, et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre, parce que les journalistes ne comprenaient pas, et ils me disaient, mais on ne comprend pas, le juge reconnaît qu'il y a un préjudice écologique, il reconnaît qu'il y a un préjudice humain, mais il dit c'est pas la faute de l'État, pourtant il y a bien un responsable. Et en fait, ce que j'essaie c'est ma manière de le dire, c'est que l'action n'est pas suffisamment inefficace pour constituer une faute. Il n'y a qu'à la saboter. Et c'est vraiment un cul-de-sac juridique. Et moi, je suis un peu dans cette phase où voilà, on a eu la réponse la vendredi. C'est très insatisfaisant. C'est-à-dire que l'État lui-même reconnaît qu'il est face à un plafond de verre. Il n'arrive pas à résoudre le problème, il engage des moyens. Nous, notre situation, c'est qu'on défend des associations qui sont directement victimes dans leur chair. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas une situation abstraite. On est face à des populations qui vivent à l'intérieur du territoire guyanais, qui dépendent au quotidien et pour leur existence de l'état du cours d'eau. Vous allez vous baigner le matin, vous êtes dans une eau polluée, vous lavez votre vaisselle dans une eau polluée, vos enfants grandissent avec des malformations du fait de l'imprégnation mercurielle dans le fœtus des mères. C'est juste quelque chose qui vous accompagne pendant toute votre existence. Et le fait que la justice, dans ces cas-là, se défausse, ne saisisse pas justement la main tendue pour dire oui, effectivement, il y a un problème tel qu'il faut apporter une réponse aussi juridique à cette situation d'injustice totale.
elle est très problématique. Et on voit que, et nous, c'est ce que nous essayons d'apporter, c'est qu'il faut une réponse systémique, il faut une réponse holistique, il faut élargir justement ce droit à une compréhension qui fait qu'il est en capacité de saisir qu'il n'y a qu'une seule santé, que la santé du fleuve est indissociable de la santé des populations. Et malheureusement, alors, c'est qu'une décision de première instance, hein. C'est pour ça qu'on peut faire appel et puis qu'on va probablement devoir se pourvoir aussi devant les tribunaux internationaux. On avait déjà posé une stratégie depuis longtemps pour aller jusque devant les Nations Unies. Mais... Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur des expériences au niveau international pour justifier une action en France? Parce que ça me fait penser à un film qu'on avait l'an dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelait I Am the River and the River is Me, qui a fait reconnaître la personnalité juridique à une rivière en Nouvelle-Zélande. Donc c'est comme s'il y avait un précédent, et je ne sais pas quelle valeur ça a juridiquement, de s'appuyer sur pour le coup, un cas d'espèce juridique étranger pour en faire une symétrie ou un parallèle et s'appuyer dessus pour convaincre ici. On apporte tout ça aux juges, hein. Dans notre recours, on l'a fait valoir. On leur a dit, regardez, le juge colombien s'est saisi de cette question. Le juge néo-zélandais, enfin le législateur s'est saisi de cette question. Et malheureusement, si vous avez l'occasion, allez jeter un coup d'œil, hein, cette décision du tribunal administratif de Cayenne ne répond pas sur ce sujet-là. Okay. Nous, on l'amène. En l'occurrence, dans cette décision du tribunal administratif, le juge l'écarte, n'y répond pas. Ce qui est dommage en soi, ce qui n'est pas le cas de toutes les juridictions. Par exemple, on a une très belle... Tu parlais de l'Espagne tout à l'heure. En Espagne, le juge constitutionnel espagnol a été saisi de la question des droits fondamentaux de la Mar Menor, puisqu'il avait été... il y avait eu un recours formé par l'extrême droite espagnole contre la reconnaissance des droits de la lagune Mar Menor. Ça a donné la possibilité au juge constitutionnel de prendre position. Et il a affirmé... bien qu'au regard aussi d'autres jurisprudences, notamment par exemple une jurisprudence, vous avez peut-être entendu parler, les aînés pour le climat en Suisse. Vous savez, ces personnes âgées qui ont saisi justement les juridictions pour faire valoir qu'elles, en tant que public vulnérable face au dérèglement climatique, elles avaient intérêt à agir pour demander à l'État suisse de prendre des mesures supplémentaires dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le juge espagnol a fait référence à ces jurisprudences internationales et a dit, regardez, en Espagne, ça progresse, en Allemagne, ça progresse, au niveau des juridictions européennes, ça progresse, et c'est appuyé donc sur le regard d'autres juges pour se faire sa propre opinion de ce qui devrait être ou de ce qui devrait faire jurisprudence en Espagne. Et donc ça, c'est très riche, et on pense que ça a toute sa place, en fait. Nous, on l'apporte en tout cas aux juges. Là, à Cayenne, le juge n'en a pas tenu compte, mais peut-être qu'en appel, ce sera le cas. Donc il faut, en fait... Notre stratégie, c'est celle de aller apporter, répliquer, tenter dans tous les tribunaux de faire entendre ces voix jusqu'à ce que justement un juge nous permette de glisser le pied dans la porte et ensuite donne lieu à d'autres réflexions. Ouais, la zone d'influence, le pouvoir d'influence aussi que Exactement. Ça peut avoir petit à petit. Mais j'entends qu'à chaque fois dans tes exemples, il y a quand même une grande part d'humain. Et donc, il faut qu'à chaque fois, la vraie problématique soit très impactante sur l'humain. Et la preuve en Guyane, c'est que même quand elle l'est, fortement au quotidien sur ces populations-là, ça ne marche pas forcément. Donc j'avoue que là, je me dis que si c'est une cause qui ne touche que la nature elle-même, dont on est lié, certes, mais même si c'est moins flagrant qu'en Guyane, ça risque d'être encore plus compliqué. Enfin, je me dis, mais en fait, c'est juste le droit de la nature pour la nature, sans prendre en compte l'humain. Ou alors il faut prendre le truc dans l'autre sens et voir le côté économique, parce que souvent c'est parfois des arguments qui font mouche. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà mis. Oui, mais c'est encore un argument centré, quoi. Des fois, la dimension économique, si on arrive à la relier au droit de la nature. L'humain. Mais il y a très... Alors, je vais en Guyane, je peux vous assurer que malheureusement, il y a une bonne couche de racisme et de colonialisme par-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à foutre en réalité des êtres humains qui vivent sur le Haut-Maroni. Je ne vais pas tirer le trait, c'est très clair en fait. Hein. C'est-à-dire que les quelques centaines de personnes qui vivent sur le Haut-Maroni, qui sont contaminées de génération en génération par le mercure, l'État français s'en fiche totalement. Et c'est mon constat pour être allé très nombreuses fois sur le terrain, c'est que cette décision, elle est aussi le reflet d'une politique coloniale qui se fout
totalement de la santé du Maroni et de la santé des humains qui dépendent du Maroni. Il ne faut pas se faire d'illusions en réalité. Et c'est cette solidarité en fait qu'il est de notre devoir justement de mettre en évidence que la plupart de nos combats, et vous les avez vus parce que ça fait partie, enfin la programmation du FIFEST, c'est aussi ça, c'est mettre en évidence que la solidarité entre humains et non-humains est en fait le fil rouge il n'y a pas de combat écologique pur, je dirais, comment le dire autrement, c'est-à-dire que ces combats où vous avez ces figures, ces porte-paroles, ces gardiennes et gardiens de la nature, c'est parce qu'ils ont un profond attachement et un lien indissociable avec le milieu dont ils dépendent. D'ailleurs, oui, dans l'écosystème. Ouais, et puis c'est vraiment au cœur de notre thématique de cette année. Et ces décisions de justice, quand elles ne reconnaissent ni les droits fondamentaux humains, ni les droits fondamentaux de la nature, reflètent en fait cette pensée coloniale et extractiviste et bafouent les deux en même temps. Et il ne faut pas croire que ce serait uniquement justement le préjudice causé à la nature qui finalement serait peu important au regard de la justice. Il y a aussi des populations vulnérables et invisibilisées humaines qui font les frais de ces politiques-là. Hein. Vous l'avez vu dans les films, enfin, je ne sais pas si vous étiez là hier soir, certains oui, mais dans le film d'hier soir, on le voit déjà au Brésil, ce que tu retraces de ce qui se passe en Guyane avec le fleuve pollué, le mercure, les orpailleurs, l'extraction, tout ça. Il y avait une question, monsieur, peut-être une dernière question, et puis après on pourra terminer. Oui. Alors d'abord, je voudrais remercier Marine et Léa parce que le film était vraiment génial. Je suis aussi un grand fan de François Sarano. Donc, j'ai lu aussi Justice pour le maire de Marine et François. Donc, merci, bravo. Et toutes ces décisions me font réagir parce que j'ai vu aussi dans l'entrée le petit livret de Baptiste Moreau et de Laurent Néret qui parle de la dignité, l'habitabilité. Et non, je trouve que quand on parle de tout ça, je pense à la notion générale d'habitabilité. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc, en tant que juriste, est-ce que vous pensez de cette notion? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous pouvez en dire plus pour tous les gens ici qui ne sont peut-être pas au courant du truc? Et aussi au niveau artistique, je pense que si on veut parler de ça en général, peut-être que l'art peut aider à faire découvrir cette notion au grand public. Une idée de prochain film, Léa. L'habitabilité. Ça peut être intéressant, ceci dit. Merci pour la question. Je ne sais pas si vous voulez... Donc pour ceux qui n'ont pas lu ce petit livre encore de Laurent Néret et Baptiste Moreau, il s'agit de poser la question de la création d'une nouvelle valeur protégée dans le droit français, puisque vous connaissez certainement déjà la protection de la question de la dignité rattachée à l'être humain, de la liberté qui fonde un peu notre socle en termes de système de valeurs. Et donc Laurent Néret et Baptiste Moreau, donc Laurent Néret qui est juriste et Baptiste Moreau qui est philosophe, proposent d'ériger l'habitabilité en tant que valeur protégée donc par le droit. Et donc, c'est une stratégie qu'il développe au regard justement de l'urgence de notre siècle et de la manière d'amener aussi à une réaction juridique face à un effondrement de l'habitabilité, pour le coup, de nos milieux de vie. Et cette réaction, elle s'appuie aussi sur un dézoom historique. Ce qu'ils amènent, c'est de dire que, face notamment aux grands crimes contre l'humanité, qui ont été les crimes du XXe siècle, il est nécessaire de créer une nouvelle valeur, puisque finalement, le crime contre la nature, le crime contre nos milieux de vie, est finalement un crime qui reste en dehors de notre système de valeurs, puisque nous n'avons pas constitué l'habitabilité comme un socle de notre société. Et donc, c'est une réflexion intéressante, justement, en droit, pour comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on crée toutes ces valeurs. Et pour moi, ça pose une question qui est sous-jacente à sur quoi est créé ou sur quel fondement reposent nos systèmes juridiques. Et pour ça, il y a des travaux très intéressants dont on a aussi beaucoup parlé au moment de l'UNOC. Il y a des travaux qui sont notamment faits par l'IPBES, donc la plateforme internationale des experts pour la biodiversité, et notamment un très bon rapport de 2022 qui s'appelle « Valeurs et valorisation de la nature » et qui explique de manière synthétique et très pédagogue
quels sont nos systèmes de valeurs vis-à-vis du vivant? Comment regardons-nous la nature qui nous entoure? Qu'est-ce que nous y mettons comme valeur? Et en fait, ce rapport explique qu'il y a, en gros, pour synthétiser, quatre piliers de valeurs. Nous avons une relation utilitariste à la nature, nous vivons de la nature et cela se concrétise par des normes de gestionnaire. Nous gérons les stocks de poissons, mais aussi les hectares de forêt. Et nous avons aussi un rapport patrimonial à la nature. Nous vivons dans l'environnement. L'environnement est ce qui nous entoure. Au point que, excuse-moi, je te coupe, mais ça me fait, je fais des liens avec ce qu'on a vu aussi aujourd'hui pour ceux qui étaient là, valeur patrimoniale. Et on a découvert tout à l'heure avec le film chilien, qui est hyper intéressant, qu'au Chili, l'eau était un droit de propriété. Donc ils ont du boulot là-bas aussi. C'est-à-dire que l'eau est privée, c'est même pas un bien. Alors là, c'est carrément dans l'autre extrême, quoi. Et en fait, alors ça c'est voilà, c'est choquant. Chez nous, oh bah choquant. Mais toi, tout à l'heure, tu disais tout à l'heure qu'il y avait le sujet de l'eau qui est en train de s'inviter chez nous. Dans le droit de l'environnement français, cet aspect patrimonial est inscrit dans notre charte de l'environnement, donc le texte à valeur constitutionnelle. La nature est le patrimoine commun des êtres humains, mais seulement des êtres humains. Et en fait, ce qui explique ce rapport de l'IPBES, que je vous conseille de lire parce qu'il est vraiment passionnant, c'est un tableau synthétique en une page, vraiment, et on comprend énormément de choses en comprenant ce rapport au monde que nous avons. Dans le monde occidental, il y a 2 piliers de valeur. Dans cette valeur et valorisation de la nature, c'est que nous regardons la nature comme notre ressource et comme notre patrimoine. C'est un rapport anthropocentré, centré sur nous, êtres humains. Ce que rapporte ce tableau de l'IPBES et ce qu'il met en lumière, c'est qu'il y a d'autres systèmes de valeurs. Et dans d'autres sociétés, dans d'autres civilisations, eh bien, on ne vit pas de la nature ou dans la nature. On vit avec la nature. On a un rapport de cohabitation. On a conscience que l'autre est un sujet et qu'on habite avec lui dans un milieu. On partage. On a des actes de réciprocité. Voire même, 4e pilier, on vit comme la nature. On s'identifie au milieu, parfois même dans des liens de quasi-filiation avec les autres êtres. Donc des rapports écocentrés, en tout cas non anthropocentrés, pas uniquement centrés sur nos besoins, nos usages du vivant, mais centrés sur une notion de partage, de cohabitation avec ces autres espèces. Et là où ça vient toucher donc à la question de l'habitabilité, ce que je trouve un peu être la limite finalement de la pensée, c'est dans ce rapport, c'est l'habitabilité comme concept pensé pour les humains est un problème parce qu'il ne permet pas, à la différence des droits de la nature, de penser l'habitabilité pour tous les êtres, puisque ça ne fait pas partie des références citées par le livre. Je vous invite à le lire, c'est assez court, c'est un petit fascicule, mais là où je pense que les droits de la nature apportent un outil supplémentaire dans la pensée, c'est que justement, et c'est ce que note l'IPBES, c'est que dans nos solutions proposées face à l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement du vivant en général, nous avons trop tendance à utiliser les 2 piliers de valeur que nous connaissons. L'utilitarisme, c'est ce qui donne en fait, très souvent, on fait des banques biodiversité, on fait des quotas climat, on a toujours des réponses en fait qui sont des réponses analytiques, des réponses comptables de notre rapport au vivant. Là où en fait l'IPBES pointe que nous devons laisser de la place à d'autres systèmes de valeurs qui, eux, permettent de penser des solutions véritablement radicales pour la cohabitation, le partage et la réciprocité. Et pour moi, l'habitabilité doit être enrichie de cette pensée-là, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester une habitabilité pensée pour et par les humains, mais doit s'élargir à une habitabilité pensée pour et par les autres espèces qui sont nos partenaires dans cette habitabilité. Sauf que si on ne reconnaît pas le droit d'existence et la qualité de sujet juridique et biologique à ces autres êtres, on ne peut pas avancer dans la pensée politique parce qu'ils sont du coup exclus de notre sphère de pensée politique. Ils ne sont pas représentés, ils sont invisibles. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en évidence avec François Sarano, donc, qui est océanographe, biologiste marin, parce que c'est exactement ce qu'il a constaté dans son travail de scientifique, l'invisibilisation de tous ces êtres qui sont fondamentalement tous les maillons du vivant. Et c'est ces maillons-là
qui sont nécessaires. Mais il faut reconnaître que nous sommes liés à eux, et pour cela, il faut déjà reconnaître qu'ils existent et qu'ils sont des sujets politiques et juridiques. Et ça, c'est pour conclure, c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans la programmation du FIFES en fil rouge, puisque surtout avec les films aussi qui nous proviennent des populations autochtones, parce qu'ils ont justement par nature, ils ont cette approche holistique. Pas par nature, par culture. Par culture, non mais dans leur non, mais ADN, c'est quelque chose qui véhicule. Descola essaie de nous l'expliquer depuis des années, c'est-à-dire que ce n'est pas par nature. Nous faisons des choix politiques. Ils ne sont pas nos ancêtres. Nous avons fait un choix politique d'invisibilisation de ces autres sujets. Ce ne sont pas... Mais ils nous enseignent, du coup. Oui, mais ce ne sont pas des populations primitives. Ils ont fait, et moi je l'ai montré dans mon livre... justement, décoloniser le droit, c'est un choix politique. C'est un choix radical d'orientation politique, de conserver cette ontologie et ce rapport au monde qui intègre les autres vivants, et la préservation de ces systèmes de valeurs est un choix politique. Et je le vois en Guyane, les peuples autochtones qui ont résisté et qui ont permis justement de sauvegarder leur héritage politique, identitaire, culturel, ont fait ce choix politique et ont observé notre civilisation et ont dit: nous ne voulons pas de ça. Et ça, c'est un choix. Ce ne sont pas des populations ancestrales. Nous avons évolué ensemble. Eux ont refusé de s'intégrer dans notre système de valeurs, tout simplement parce qu'ils occultent cette relation aux autres, mais aussi cette relation, et ça c'est important de le noter, hein, ça rejoint ta question de tout à l'heure, parce qu'ils constatent, et j'ai cité dans le livre Décoloniser le droit le discours de Félix Tchouka, qui est un de nos premiers leaders autochtones de Guyane française. Il constatait dès l'origine que notre système de valeurs menait à une compétition entre les humains et la nature, mais aussi entre les humains eux-mêmes, et qu'il refusait ces systèmes de valeurs parce qu'ils menaient à un appauvrissement des humains et au bénéfice d'une micro-caste qui bénéficie d'un système extractiviste, industriel, dominant, mais au détriment du plus grand nombre. Et ça, il faut l'avoir en tête, parce qu'on n'est pas une opposition entre la nature et les humains. On est dans un tout autre système de valeurs dont la recherche est le bien-être de tous. Merci, on peut les applaudir. Et puis je vous propose qu'on continue les échanges dans le hall. Et merci en tout cas pour votre participation. Merci Léa pour ce film. Merci beaucoup de nous avoir accueillis.